BFM Business. Paris est à vous, Aurélie Blonde. Paris est à vous et comme chaque jour, une personnalité vient nous parler de son actualité, de sa vision de Paris. Aujourd'hui, nous sommes avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Bonjour. Mais bonjour. Actuellement en tournée en France pour votre spectacle Alléluia Bordel. Vous serez le 11 mai au Casino de Paris, le 17 à l'Olympia. Votre actualité, c'est aussi le soutien à cette association Demain Rouge dont on parlera tout à l'heure. D'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un adepte de l'humour noir avec un sujet de prédilection et pas des moindres, les religions. Je vous propose d'abord qu'on écoute un extrait de votre spectacle. On perçoit malheureusement une nouvelle fois qu'apparemment la pédophilie ne fait pas encore complètement l'unanimité en France. Je vais donc, pour les plus sensibles d'entre vous, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Je vais attendre, hein. De toute façon, vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer, hein. Ah mais il est gênant ce spectacle de toute manière. Le nouveau pape là, Benoît machin là, il est malade. Jean-Paul Truc là dans son aquarium, là, il disait des conneries. On en avait rien à foutre, on savait qu'il allait crever. Mais lui, le Benoît machin, il est en forme ce con. Il crèvera jamais. De toute façon c'est les Allemands ça crève jamais. Les Allemands, c'est comme ça. Et je ne m'énerve pas tout seul, je t'explique quelque chose. Humour noir donc, hein, Jérémy Ferrari, prendre les religions par les temps qui courent comme fil rouge de votre spectacle, c'est plutôt risqué, non? Oui, c'est plutôt risqué. En même temps, je crois que c'est exactement pour ça que le spectacle fonctionne. Je crois que c'est parce qu'il est risqué et moi, c'est mon but, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. La religion, c'est un prétexte en même temps parce qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser aux religions, de s'y connaître pour apprécier le spectacle. Moi, ça me permet surtout de parler de la misogynie, du racisme, de l'homophobie et la religion, c'est un peu mon fil rouge, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître en religion. Et pourtant, vous vous y connaissez puisque j'ai vu que vous aviez étudié les différentes religions avant d'écrire ce spectacle et le précédent. Oui, parce qu'il a fallu que je me, entre guillemets, que je me tape la partie chiante pour ne pas que le spectacle le soit. C'est-à-dire que pour rendre un truc compliqué, facile et compréhensible de tous, il faut d'abord le comprendre soi-même. Donc j'ai lu la Bible, le Coran et la Torah aussi par respect des croyants et de la foi, parce que je me moque des extrémistes religieux et non pas de la foi. Et il a fallu effectivement que je sache de quoi je parlais, et ne serait-ce que pour lutter contre les contradictions que certains religieux pouvaient me faire en voyant le spectacle. La liberté d'expression, elle va jusqu'où? Est-ce qu'il y a des limites que vous imposez? Non, je me fixe absolument aucune limite. D'ailleurs, si vous venez voir le spectacle, vous verrez que ça va très très loin. Mais c'est ça, le spectacle, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. On éclate de rire, après on est choqué, après on dit non mais il est fou, il va se faire tuer. Après on rigole, c'est ça. C'est comme je dis toujours, je prends toujours cette métaphore des montagnes russes que je dis qu'on aime ou on n'aime pas, il faut venir au moins voir une fois le spectacle. Il n'y a qu'en voyant une fois qu'on sait si on aime ou pas du Ferrari. Elle vous attire des ennuis, des problèmes, cette liberté d'expression? Ça arrive. Des procès? Alors les procès, j'ai pas encore eu malheureusement. J'attends. Apparemment, je vais pas encore assez loin. Oui, c'est arrivé d'avoir quelques problèmes, des petites menaces ou des petites altercations, mais c'est quand même relativement rare par rapport au nombre de spectateurs qui ont vu le spectacle. Je crois qu'on approche des 150 000 spectateurs. Si j'ai eu 3 mecs qui m'ont attendu à la sortie pour me dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi sur 90 dates, c'est tout. Donc c'est quand même très minime. Mais je crois que, vous savez, encore une fois, cet humour noir, moi on m'a toujours dit humour noir c'est segmentant, ça plaît pas à tout le monde. Et puis finalement, quand j'ai commencé à passer en télévision et à faire ce spectacle, on s'est aperçu que ça fonctionnait parce que je crois que les gens sont pas idiots et les gens avaient un petit peu marre, je crois, aussi de ce consensuel qu'on voit partout chez les humoristes. C'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Je crois que les gens avaient envie de quelqu'un qui aille un petit peu plus loin et les gens sont pas idiots et les gens aiment bien qu'on les bouscule, je crois. Et on vous compare parfois à Dieudonné, c'est flatteur ça pour vous? En tant qu'artiste, c'est flatteur. Sur ses positions politiques et humaines, je suis pas sûr que ce soit flatteur. Mais c'est là toute la différence justement entre moi et Dieudonné. Ça reste un grand artiste sur scène au niveau de la qualité des textes, de l'écriture, etc., etc. Ça reste quand même, on l'appelle un peu le patron nous dans le métier. Ça, il faut quand même pas le nier que c'est un grand artiste. Maintenant, effectivement, sur ses positions par rapport au judaïsme ou par rapport à d'autres choses, il manque un petit peu d'objectivité. Vous savez, moi, ce qui me dérange le plus, c'est même pas qu'il s'attaque cette polémique sur les juifs, c'est même pas ça moi qui me pose problème, c'est qu'il défend plus sa minorité à lui que les autres. Je pense que quand on est un humoriste qui fait de l'humour noir, il faut se moquer de la même manière de tout le monde, c'est hyper important. Quand on perd cette objectivité, on sait plus où est le second degré, où est le premier degré, donc comment rire d'un mec qui fait de l'humour
l'humour noir si on ne sait pas s'il le pense ou pas. Le nouveau pape, le pape François, il va vous inspirer des textes? Oui, bah, il est très bien ce pape. Il a dit, il faut une église pauvre pour les pauvres. C'est magnifique. On n'a pas bien entendu quand il a dit parce qu'il était un petit peu trop penché en avant avec sa grosse croix en or massif qu'il avait autour du cou. Mais c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça démarre mieux qu'avec les autres. Alors, vous vous amusez de tout ce qui choque, hein. On parle des religions, mais pas seulement. Le handicap, là aussi. Alors, le handicap, je l'ai beaucoup fait à la télévision parce que c'est pareil. Pourquoi je me suis mis à faire beaucoup avec les handicapés? Parce que je me suis aperçu que ça choquait les gens. Parce qu'on visuellement, moi j'ai cherché comment, avec la télévision, comment aller plus loin dans mon art, qui est l'humour noir. J'ai dit en fait, je m'aperçois qu'on voit jamais de handicapés à la télévision. C'est vrai. Vous voyez par exemple dans des scènes dans la rue, ça, vous voyez jamais un mec en fauteuil roulant passer, alors qu'il y en a pas mal des mecs en fauteuil roulant qui passent. Donc je me suis mis à faire des sketchs avec des handicapés et j'ai vu la réaction qui était formidable parce que quand tu prends un mec noir et handicapé que tu lui dis ça fait quand même pas mal de mauvaises nouvelles d'un coup, non? Mais que tu lui dis en face en le regardant et que lui se marre, là tout d'un coup ça buzz sur internet tout ça parce que les gens disent il est fou, mais non. En fait c'est juste que ça fait du bien, je crois vraiment ça fait du bien. Jérémy Ferrari, vous avez été attiré très tôt par la comédie, le spectacle. Les débuts ont été un peu difficiles, je crois, un peu longs. Oui, ça a été très dur. Alors c'est vrai que souvent les gens disent ah oui mais t'es jeune, on peut pas dire que ça a été long, mais si parce que effectivement je suis arrivé à Paris à 17 ans. Vous êtes de 85, donc oui. C'est vrai quand on dit difficile et très long, alors que j'ai 28 relatif. ans, on se dit ah bah oui bah c'est vrai, c'est pas trop long, ça marche bien maintenant, t'as 28 ans, c'est bien. Effectivement, mais ça a mis quand même 10 ans. Je suis arrivé à Paris à 17 ans et pendant 8 ans, 9 ans, j'ai absolument pas gagné ma vie avec ce métier. Je bossais à côté. Comme j'avais arrêté les études très tôt, j'ai vraiment bouffé les petits boulots les plus difficiles et les plus minables qu'on puisse faire, voilà, pour payer mon loyer. Et voilà. Et donc effectivement, ça a pas été facile. Mais je crois que ça fait partie aussi de ce métier. Et ça me permet maintenant de profiter d'autant plus de ce qui se passe. Et puis si un jour ça redescend et que ça retombe et que ça marche moins, bon ben j'aurai les armes pour affronter la réalité. Ça vous a inspiré tous ces petits boulots et ces débuts difficiles? Finalement, ça vous a servi après dans vos spectacles? Ouais, ça m'a servi effectivement parce que dans tous les petits boulots, dans la galère est fertile. Ça permet de se rappeler d'où on vient aussi. Moi, je viens déjà d'un milieu modeste. Hein. Mes parents sont des gens très modestes, donc je viens du peuple, comme on dit. Et c'est ça aussi, je crois, ce qui a fait que finalement l'humour noir est populaire. C'est parce que je parle aux gens, un peu comme. C'est pour ça que souvent on dit oui, l'humour noir, machin. Mais par exemple, un mec comme Coluche. C'était l'humour noir et c'était l'humoriste préféré des Français, mais parce que c'était un mec qui parlait aux gens. L'humour noir a souvent été un peu trop élitiste ou un peu trop politique, et moi je donne pas de leçons de morale aux gens. Moi je parle aux gens, je parle de ce qu'eux ils vivent au quotidien et ce qu'ils vivent dans leur vie, quoi. Coluche, ça fait partie des humoristes qui vous ont inspiré? Totalement. Coluche et Pierre Desproges sont des gens qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier parce qu'ils montaient pas sur scène pour rien dire. Je trouve déjà que c'est très prétentieux de monter sur scène devant 500 000 ou 2000 personnes. Alors il y a quand même rien de plus prétentieux et égocentrique que de faire payer 30, 35 ou 40 euros des gens pour venir nous écouter. Donc je préfère éviter de parler de moi en plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui arrivent, ils ont 1500 personnes et puis ils parlent de leur vie. Je trouve ça assez dingue en fait. Le tournant de votre carrière, c'est vraiment l'émission de Ruquier, la quotidienne, on ne demande qu'à en rire sur France 2. Ça a été ce qui a marqué vraiment le tournant? Ouais, ça a été. Je donne souvent un exemple qui est je pense, assez révélateur. 1 an après que l'émission démarre, donc ça a démarré, le succès en salle que j'ai eu a démarré au bout de quelques mois à la télévision. Et je me rappelle de la première très grosse salle que j'ai faite, c'était en Belgique. Parce qu'en plus, on a la chance que cette émission passe également en Suisse, en Belgique, au Canada. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de faire la bascule dans les grandes salles comme moi, ou Arnaud de Samer, Olivier de Benoît, etc., on a aussi du succès grâce à cette émission en Belgique, en Suisse, etc. Et je me rappelle d'une grosse salle de Liège, le Forum de Liège, qui était une salle de 1500 places, je crois, où j'arrive dans la salle. Donc la salle est vide, mais elle va être pleine dans 1 heure. Je suis 1 heure avant le spectacle. Et je me rappelle avoir retrouvé un agenda où 1 an avant, jour pour jour, j'étais dans une salle de 40 places à Paris et j'avais mis annulé. Donc si j'ai mis annulé, moi je jouais toujours, même s'il y avait 2 personnes. Donc ça voulait dire qu'il y avait personne. Donc c'est ça, ouais. Ce que j'ai eu avec Laurent Ruquier. Je parlais tout à l'heure des limites que vous vous imposez. Est-ce que sur France 2, on vous en a imposé des limites? Non, il y a eu des fois où ça a été, il a fallu se battre un peu.
il y a eu des moments où je suis allé quand même très loin des fois, hein, dans des sketchs. Oui. Donc je vous cache pas, Catherine Barma, quand elle m'a vu arriver avec 6 handicapés black en fauteuil roulant, elle m'a dit tu vas faire quoi là comme sketch, Jérémy? Donc, c'est sûr que ça fait un peu flipper, mais après il a fallu convaincre, il a fallu s'imposer, c'est normal, je veux dire. C'est pour ça des fois j'ai entendu certains humoristes cracher un peu sur cette émission en disant on m'a coupé la liberté d'expression et tout. C'est pas vrai. Seulement à un moment donné il faut être logique. Moi je me suis imposé au fur et à mesure. Il faut que on peut pas arriver directement en disant je vais faire un sketch où je vais vendre des enfants somaliens, je sais pas quoi. Il faut à un moment donné, il faut y aller petit à petit, il faut y aller par étapes. Bon ben moi j'ai su avoir la confiance de France Télévisions, de Catherine Barma, et Laurent Ruquier m'a beaucoup soutenu. Quand France 2 ou Catherine avait un peu peur, Laurent il revenait derrière, il lisait le texte, il disait laissez-le faire. Donc voilà, ça s'est imposé petit à petit. Et puis le public qui a été là, qui a envoyé des mails, qui a beaucoup été présent en salle, qui a envoyé des SMS, etc. Quand France Télévisions a senti que le public était derrière moi, on m'a laissé dire ce que je voulais. Jérémy Ferrari, votre actualité, c'est aussi cette association Un Demain Rouge que vous soutenez, association qui récupère des fonds par la vente de t-shirts signés par des personnalités. Et les bénéfices vont à une vingtaine d'associations. Je crois que vous soutenez 6 d'actions. Pourquoi cet engagement auprès de Demain Rouge? Justement pour ça. C'est-à-dire que, évidemment, comme je fais des sketchs où je parle des minorités, c'est-à-dire que moi je me moque de toutes les minorités. Évidemment, si je me moque si je joue des personnages qui se moquent de ces minorités, c'est parce que je suis sensible à leur cause. Donc je suis quelqu'un d'assez engagé dans les milieux associatifs et j'ai beaucoup de demandes et j'essaye souvent de ne pas me cibler que sur une association. Demain Rouge, ça m'a touché parce que Thierry Saint-Jean, qui est la personne qui a monté cette association, était réellement impliqué dans les causes. J'ai trouvé original le principe de ne pas demander simplement des dons sans rien en échange. C'est-à-dire, je trouve original. Donc le principe, c'est des t-shirts. On met nos mains en fait sur le t-shirt et on signe, et on met un petit mot humoristique ou quoi, selon la personnalité. Et donc j'ai soutenu pendant un petit moment cette association. Souvent après je change d'association. Seulement là j'ai pas eu à changer puisque Thierry m'appelle en me disant eh bien maintenant on va pas soutenir uniquement le site d'action, on va maintenant ouvrir à plusieurs associations. Et comme moi j'aime bien justement ne pas aider qu'une seule association et faire plein de choses différentes, eh bien tout d'un coup j'ai pas eu à changer puisque eux-mêmes sont allés vers d'autres associations et du coup ça permet avec un seul geste d'aider plein d'associations. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnalités encore, puisque plus il y a de personnalités. Il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal, je crois qu'il y a 300 personnalités qu'on rejoint. Je crois qu'il y a Nagui qui a rejoint récemment, Koé, etc. Donc c'est bien, mais c'est une association qui n'a aucune subvention, donc ils vivent exclusivement avec les dons des gens, que ça serait bien qu'il y ait un petit peu des subventions, un petit peu plus d'aide. Et je pense que ça arrivera dans les semaines ou les mois qui viennent. On va passer à notre traditionnel questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Allez Jérémy Ferrari, on va commencer par votre salle de spectacle préférée. Est-ce que vous en avez une à Paris ? Pour l'instant, c'est la Cigale que j'ai. Alors peut-être, j'ai pas encore joué à l'Olympia, ce sera peut-être l'Olympia, mais la Cigale, c'est vraiment formidable parce que c'est une scène très rock et c'est ce qu'on appelle une salle ramassée, c'est-à-dire que le public est devant vous. C'est une très salle, proche. Voilà, très proche, et ça, c'est très agréable. À l'inverse, votre pire souvenir dans une salle de spectacle parisienne? Mon pire souvenir, je l'ai encore sur la main, on va pas bien voir, mais en fait j'ai une cicatrice ici sur la main. C'est la scène où j'ai démarré au Théâtre de la Providence, qui est une ancienne boulangerie. À Paris, souvent c'est des anciens bordels. Là, c'était une ancienne boulangerie. Et en fait, la loge, c'était un mur qui était cassé avec du carrelage. Et un soir, je sors de scène, je m'appuie et je me suis rentré 4 cm de carrelage dans la main. Quand même. Et je suis retourné sur scène pour le rappel, avec donc les mains pleines de sang. Donc je me mets les mains dans le dos comme ça pour pas montrer au public. Finalement, je mets les mains devant, les gens croient que ça fait partie du sketch, donc applaudissent. Et jusqu'au moment où je dois sortir de scène pour me faire recoudre la main. Un lieu culturel que vous appréciez en région parisienne, au-delà de Paris? Je comprends bien la question. Je vais rarement dans un musée à Melun. Ah ben, il y a en Ile-de-France d'autres lieux culturels, non? Finalement, vous ne sortez pas de Paris. Non, mais si je sors de Paris, c'est pas pour aller. Enfin, si, alors vraiment, je sors. Non, moi, je vais beaucoup à Montmartre. Je vais beaucoup à l'espace Dali, parce que j'aime beaucoup Dali. Voilà, l'espace Dali à Montmartre. Mais en banlieue, je connais pas les espaces culturels. Et vous jouez pas en banlieue? Ah si, je joue en banlieue. Vous jouez en banlieue quand même. Ah ben voilà, c'est quoi? C'est Nogent-sur-Marne ou Nogent-sur-Seine où il y a Nogent-sur... Il y a la centrale nucléaire. Oui. C'est ça? C'est Nogent-sur-Seine. Voilà, je vais au musée du nucléaire à Nogent-sur-Seine. Votre arrondissement préféré? Moi j'habite dans le 17e et c'est dans le coin des Batignolles, c'est un arrondissement que j'aime beaucoup. Mais après je sors plus dans le 9e moi. Allez, une bonne adresse dans le 17e.
Bah plutôt dans le 9e, parce qu'en fait je sors dans le 9e. Il y a le Paprika qui est avenue Truden, qui est un établissement qui est tenu par une famille et qui sont très très sympathiques et qui servent de très très bonne vodka à consommer avec modération. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui vous agace à Paris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent particulièrement? C'est les klaxons des gens, vraiment les klaxons. La ça, circulation. la circulation, c'est vraiment un enfer. Maintenant j'ai la chance, je suis en 2 roues, mais ça c'est vraiment un enfer. Le métro et tous les transports en commun, c'est un enfer, vraiment. À l'inverse, une chose qui fait que vous auriez du mal à vivre ailleurs qu'à Paris? Ben, ça reste quand même, j'ai la chance maintenant de voyager un peu et de parcourir la France, ça reste quand même, on peut pas se mentir, quand même une ville absolument magnifique. Maintenant, très sincèrement, si j'étais pas là pour le travail, je sais pas si j'habiterais à Paris, parce que je préfère les endroits plus calmes et je préfère la nature, mais ça reste quand même une ville magnifique. Ouais. Si vous deviez changer une seule chose à Paris? Ah, mais c'est vraiment la circulation. Non, mais c'est parce que c'est pas possible. Les gens sont fous alliés quand il y a un camion poubelle et que le mec il klaxonne pendant 8 secondes comme ça sur son truc, ou que le feu vient juste de passer au vert et que le mec on a l'impression que il attend, il est pas sur sa pédale d'accélérateur quand ça passe au vert, ils sont sur le klaxon. Dès que ça passe au vert, le mec se met à klaxonner. Je trouve vraiment que les gens sont complètement malades à Paris. Ou la place de Charles de Gaulle Étoile, où tout. J'ai l'impression que c'est la guerre, tout le monde se fonce dessus. Enfin, je sais pas, tout ça me rend fou en fait. Vous prenez les Vélib, non? Non, je prends pas les Vélib, Taxi? plutôt les taxis. Plutôt taxi. Ou les scooters en tout cas. Mais quand je suis pas en scooter, je suis en taxi. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy Ferrari. Alléluia Bordel, le 11 mai au Casino de Paris, le 17 à l'Olympia. Et puis on rappelle l'association donc Demain Rouge et votre soutien à SIDAction. Merci beaucoup. C'est moi. Tout de suite, on passe à la chronique high-tech.